Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marc Devalter, le président de l'AEMF, l'association des anciens élèves du master ferroviaire de l'École des Ponts. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette table ronde, la table ronde qui a pour le thème des trains autonomes et véhicules autonomes. On fera un état de l'art et on verra ensuite la vision future de ce type de transport. C'est d'autant plus un plaisir d'être ici aujourd'hui en partenariat avec SNCF, et Alstom University qui ont rendu possible cet événement. Donc un grand merci d'avance à eux. Dans des conditions un petit peu particulières. Donc vous voyez que nous portons tous un masque. Hein, les conditions sanitaires nous l'obligent encore. Et vous êtes normalement tous derrière un écran d'ordinateur. En effet, nous sommes physiquement réunis ici à Saint-Denis, mais contraints de vous faire participer via Teams. Néanmoins, merci à vous de participer. Aujourd'hui interviennent Philippe David, responsable scientifique du projet train autonome de SNCF. Bonjour. Arnaud Vitou, qui est directeur des systèmes de transport autonomes chez Transdev. Bonjour. Stéphane Ferré-Beaumont, vice-président d'innovation chez Alstom. Bonjour. Et modère et introduit les propos François Lacôte, que vous connaissez peut-être, qui intervient dans le master ferroviaire et qui est éminent expert en matériel roulant. Je passe la parole à Eduardo, qui a été aussi le co-organisateur. Hein. À toi. Merci Marc. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Eduardo Tapia et je suis responsable des partenariats chez Alstom University. Je tiens à dire qu'on est très fiers de co-réaliser cet événement avec la AEMF et avec la SNCF. On vous ramène vraiment les meilleurs experts du métier, des grandes sociétés françaises, de la mobilité, pour avoir un débat sur les technologies du présent avec une orientation à venir. Alstom University, je voulais juste dire un mot sur nous. C'est l'entité de formation pour Alstom, mais on a de plus en plus des activités conjointes avec des acteurs mondiaux de la mobilité, souvent sous la forme de programmes de formation pour des partenaires et des clients. On a un écosystème numérique de formation puissant, une capacité de production learning importante et un grand réseau d'experts qui produisent du contenu avec nous. Et on aimerait partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à entrer sur le site d'Alstom University au sein du site Alstom et découvrir les activités. Et la plateforme de formation à distance ouverte à tous. Et je laisse la parole à Nicolas Castres-Saint-Martin. Bon, bonjour à tous. Désolé de ne pas pouvoir être physiquement avec vous à Saint-Denis, tout au moins avec ceux qui y sont. Écoutez, c'est pour moi un plaisir de participer aussi à l'introduction de cet événement. Je voudrais remercier l'AEMF de l'avoir organisé et la SNCF d'avoir bien voulu en être le partenaire avec Alstom et notamment d'avoir bien voulu héberger l'événement à Saint-Denis. Pour moi, c'est un événement important parce que il y a beaucoup d'invités, notamment les 400 anciens élèves du master, beaucoup d'experts SNCF des clusters concernés, et puis tous les adeptes, je pense aussi de la plateforme Alstom University. Bref, un panel d'ingénieurs aussi passionnés les uns que les autres par les systèmes de transport et d'experts éminents. On a la chance aujourd'hui d'accueillir des intervenants de haut niveau, donc les trois speakers, SNCF, Transdev et Alstom, et François Lacôte, que je remercie tout particulièrement d'avoir bien voulu accepter de participer à cette table ronde comme modérateur. Pour moi, ce type d'événement, c'est un peu le service après-vente du master. Vous savez que le master délivre une formation de haut niveau sur les systèmes de transport ferroviaires et urbains. Et je pense que ce type d'événement permet une certaine continuité, une formation permanente, un entretien de la connaissance, un partage, des échanges sur des problématiques qui sont complexes, surtout dans une période où le monde des transports ferroviaires est en pleine évolution, avec l'avènement de technologies nouvelles dans le domaine du digital au sens large. Voilà, l'autonomie des véhicules et du ferroviaire, eh bien, c'est un sujet extrêmement passionnant, extrêmement excitant. Bien sûr, ça existe déjà sur les métros, hein, puisque ça fait longtemps que les métros roulent sans conducteur, mais les métros, c'est un milieu fermé.
Et donc, le challenge, c'est d'étendre ce concept aux grandes lignes, mais c'est une autre paire de manches, car on est en milieu ouvert. Il faut donc équiper les trains d'yeux et d'oreilles pour remplacer ceux du conducteur. Bref, un grand nombre de défis que je fais confiance à François pour lever et pour en challenger les solutions à l'endroit de nos 3 speakers. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une excellente table ronde et je pense qu'elle sera rediffusée sur la plateforme Alstom University, sur laquelle vous pourrez aussi accéder à un espace baptisé Learning Demo, constitué de modules de e-learning réalisés par Alstom, accessibles à tous. Voilà, bonne table ronde. Bien, merci Nicolas. Mon micro fonctionne? Ouais, bah c'est parfait. Bon, bah écoutez, d'abord, je dis à nouveau merci Nicolas. Et on va démarrer, je dirais simplement que je me réjouis absolument de cette table ronde, aussi bien, comme disait Nicolas, en tant que service après-vente ou suite de tout ce qui se fait dans le cadre du master, mais aussi parce qu'on va parler d'innovation. On va parler d'innovation, on va parler d'innovation dans le transport ferroviaire ou dans le transport collectif guidé, au service de la collectivité. Je pense qu'il est intéressant de faire intervenir nos trois intervenants sur un certain nombre de thèmes, et on va commencer par le thème relatif à, finalement, le train autonome. Qu'est-ce que c'est et pourquoi faire? Donc je vais passer la parole à Philippe, si Philippe veut bien nous dire quelle est la vision que l'on a là-bas à la SNCF. Alors, le train autonome est vu un peu comme une nouvelle révolution du ferroviaire. Après l'électrification, la grande vitesse, on a aujourd'hui l'autonomie qui ouvre de nouvelles perspectives. Alors, le train autonome, pourquoi? Déjà pour être plus économe en énergie. Pour aussi apporter plus de trains, plus de régularité, et tout ça en gardant un niveau de sécurité tout aussi exigeant qu'aujourd'hui. Donc il s'agit en fait d'augmenter le ferroviaire, hein, d'aller plus loin, d'ouvrir de nouveaux marchés sur le ferroviaire pour servir, et tout dans le contexte un peu de réchauffement climatique, pour servir la population sur ces sujets-là. Alors en introduction, je vais juste vous donner petite définition, parce que je vais faire appel à quelques acronymes dans cette table ronde qui ont besoin d'être définis. Absolument. Allons-y. On a différents niveaux d'autonomie quand on parle de train autonome. On a l'autonomie actuelle qu'on appelle le GOA1, Grade of Automation, le premier niveau, c'est-à-dire des trains dont la vitesse est contrôlée par des systèmes de sécurité, par exemple les balises KVP. On a le niveau 2, donc là c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec par exemple ce qu'on a dans le métro, c'est-à-dire une conduite assistée en traction-freinage avec un conducteur qui est présent en cabine et qui va effectuer différentes opérations, qui va manœuvrer les portes, contrôler différents aléas, donner le départ, etc. On a le niveau 3 qui commence à devenir un petit peu plus compliqué, là où dans lequel on a, pour le milieu ouvert, hein, j'entends, donc avec un train complètement autonome qui va faire de la détection d'obstacles, etc., mais dans lequel on va avoir une personne de l'entreprise qui va être apte à conduire éventuellement et à assurer certaines fonctions, par exemple l'escale, des choses comme ça. Et le niveau 4, qui ressemblerait à un métro Ligne 14 en milieu ouvert, dans lequel on n'a absolument aucun personnel dans l'entreprise, et chacun répond à des cas d'usage différents. D'accord. Je pense que, ma foi, dans le master, tous les anciens du master connaissent ça, mais c'était très bien de le rappeler. J'ai entendu donc régularité, économie, sécurité et augmentation du débit. Ça veut dire, je vais être un peu provocateur, hein, mais ça, vous me connaissez un peu, ça m'arrive. Hein. C'est-à-dire que les conducteurs, eux, ils ne savent pas bien faire. Hein, c'est ça que ça veut dire.
Alors, c'est pas ce que ça veut dire. Et le train autonome ne veut pas dire plus de conducteurs. Hein. Si j'ai rappelé ces éléments-là, c'était Voilà. en creux aussi pour dire que les conducteurs auront beaucoup de place. Hein. Il s'agit d'augmenter plus le gâteau du ferroviaire, d'aborder de nouveaux marchés dans lesquels un conducteur n'est, dans le modèle économique, peut-être plus très pertinent, notamment si on fait des petites navettes très fréquentes, très autonomes, où on risquerait d'avoir un conducteur pour 10 passagers, etc. Ça risquerait d'être difficile. Donc, le but, en fait, ce n'est pas vraiment de modifier le ferroviaire, c'est vraiment de l'augmenter et d'aller chercher de nouveaux usages. C'est là où on va être très, très, très pertinent. Oui, mais ça, c'est très important de le dire, effectivement. Hein. C'était un peu la raison d'ailleurs de ma question un peu provocatrice. Si c'est augmenter le gâteau, qui d'ailleurs n'est pas encore très énorme hein, pour le ferroviaire, ça, c'est absolument excellent. Et on comprend très bien ce que vous dites, notamment les parcours avec peu de personnes, enfin un certain nombre d'applications, avant de penser à des très très grandes autres applications. Hein. Si on cherche uniquement de l'augmentation de fréquence, un GOA2 est a priori est la première réponse. Voilà, absolument. Bien, et Arnaud, alors on quitte la SNCF et on passe à une autre entreprise de transport public, une grande entreprise de transport public qui a également une vision, je crois, hein, sur cette question. Alors, nous, côté Transdev, on a une vision sur le véhicule autonome. On regarde, il y a les sujets de train autonome, il y a aussi les sujets de véhicules autonomes. Alors là, quelle est la promesse, pour la faire simplement et répondre à votre question? C'est pouvoir faire plus avec moins. Grosso modo, un véhicule autonome, quand vous avez plus de chauffeur, il peut rouler sur des plages horaires beaucoup plus grandes. Aujourd'hui, là, je prends ma casquette Transdev opérateur. Hein, absolument. Quand on regarde des services de transport public, les bus, je pense que tout le monde le comprend, ils circulent quand vous avez un parc de bus, ils sont tous dehors aux heures de pointe, le matin, le soir. Et puis en revanche, aux heures creuses ou la nuit, le week-end, il y en a beaucoup moins en circulation. Pourquoi il y en a moins en circulation? Parce que ça coûte cher. Il faut trouver le conducteur, il faut le payer. Tout ça pour un nombre de passagers qui est relativement faible. Donc le fait d'avoir des véhicules sans chauffeur, ça permet d'avoir une maximisation de l'utilisation de l'actif et de le faire tourner sur des durées beaucoup plus longues. Et puis derrière, il ne faut pas le cacher, ça permet d'avoir des gains de productivité importants. C'est ce qu'on vise. Hein. Une fois qu'on réussit à enlever le conducteur, on vise d'avoir un coût au kilomètre qui soit inférieur et donc pouvoir produire en plus de kilomètres avec un coût inférieur. Et ça, c'est particulièrement important dans le monde du transport urbain, dans le monde du transport routier. Alors, je connais moins bien le transport ferroviaire, mais en tout cas, le transport public, quand vous prenez Transdev, c'est quand même un environnement où les gains de productivité sont faibles aujourd'hui. Si vous avez un client qui vous dit il faut payer 10% de moins parce que j'ai plus les moyens, la seule solution que vous avez, il y a toujours un petit peu d'optimisation, mais vraiment à la marge. La meilleure solution, c'est de couper de 10% le nombre de kilomètres que vous effectuez. Donc les gains de productivité sont faibles, et là on est en train de parler de quelque chose qui potentiellement pourra offrir 10, 15, 20, 25%, voire plus, une fois que les technologies sont matures, de gains sur le prix au kilomètre. Et donc une formidable révolution, avec toujours l'idée, en tout cas chez Transdev, d'avoir des services de véhicules autonomes qui soient partagés, qui soient intégrés au réseau de transport public, pour offrir un meilleur service et pour améliorer l'attractivité des réseaux de transport en commun. D'accord, donc vous, votre vision, c'est bien de faire des économies, et en particulier grâce au fait qu'il n'y a plus de conducteur dans le bus. Hein. Ah oui, exactement. Alors, toujours un humain dans la boucle, comme on dit, un petit peu comme dans le métro automatique, vous avez un poste de supervision qui est à distance avec des opérateurs qui sont là pour s'assurer que tout va bien. Vision du véhicule autonome, c'est la même chose. Il n'y a personne dans la navette. Par contre, il y a bien un humain dans un poste de supervision qui est en lien constant, en temps réel, avec la navette pour s'assurer de la bonne marche du système et puis également de la sécurité des passagers, répondre à leurs demandes, s'assurer que tout va bien d'un point de vue confort. Oui, c'est peut-être là d'ailleurs une des différences, et on y reviendra, entre le transport autonome en urbain, donc avec une proximité d'un certain nombre de capacités d'intervention, et le transport autonome grande ligne, où là, mais on y reviendra, où la difficulté est certainement beaucoup plus grande en matière d'intervention. Alors, oui, vous avez raison, il y a des difficultés dans les deux. Enfin, voilà. La longue distance, il y a des difficultés en termes
d'intervention, comme vous le mentionnez. Par contre, on est sur des trajets qui souvent peuvent être plus simples. Quand vous roulez sur une autoroute, c'est des infrastructures qui déjà sont en bon état, sont balisées, c'est de la 2x2 voies, 2x3 voies séparées. À l'inverse, quand vous voulez opérer des navettes ou des bus dans un environnement ouvert, dans une ville dense, c'est très compliqué parce qu'il faut coexister, cohabiter avec tous les autres usagers de la route, donc déjà les autres véhicules conduits, et puis aussi les piétons, les trottinettes, les scooters, les véhicules de livraison, etc. etc. Donc, opérer, déployer avec un bon niveau de performance et pour pouvoir offrir un vrai service des véhicules autonomes dans des environnements denses, urbains, c'est déjà très complexe. Je disais tout à l'heure, j'étais un peu provocateur, je vais l'être à nouveau. Vous y croyez vraiment, vous, un bus autonome en mélange dans la circulation urbaine? C'est vraiment votre vision? Ouais, alors aujourd'hui, ça dépend encore une fois des cas d'usage. Je ne dis pas qu'on est capable de tout faire tout de suite, mais il y a déjà, peut-être que Stéphane en parlera, il y a déjà des entreprises, des startups notamment françaises qui développent des navettes autonomes qui marchent. Par contre, ça marche avec un niveau de performance qui est donné, qui est limité aujourd'hui dans des cas d'usage qui sont simples. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui dans les années à venir, c'est d'arriver à augmenter le niveau de performance, c'est d'arriver à réaliser des cas d'usage de plus en plus complexes pour offrir de meilleurs services aux usagers tout en baissant le coût de la technologie. Mais en tout état de cause, il y a des premiers démonstrateurs aujourd'hui qui marchent. Voilà. Par contre, il faut savoir, il faut en connaître les limites. Et tout l'enjeu, c'est d'augmenter ce niveau de performance, bien entendu en garantissant la sécurité, parce qu'il est impossible de faire n'importe quoi, notamment quand on est transdev, et qu'on a quand même comme grande mission, quand vous êtes un transporteur, c'est d'assurer la sécurité des passagers. Oh ça me parle complètement, oui. Au niveau du transport public, la sécurité, c'est la première obligation. Exactement. Et c'est sans doute la première attente de nos clients. Donc, vous avez parlé industriel, et on va passer la parole à Stéphane. Stéphane, vous avez déjà beaucoup l'expérience du métro sans conducteur. Vous allez peut-être nous en parler un peu, mais comment est-ce que l'industriel Alstom voit que cette possibilité d'évolution vers le train autonome, qu'il s'agisse de la navette autonome ou du train autonome? Oui, alors beaucoup d'expérience, François, parce que je suis plus tout jeune, c'est ça, et que... Mais non, pas du tout. Mais c'est parce qu'Alstom est une très grande maison et a de très belles réalisations. On citait tout à l'heure en aparté ce que l'on a fait en Chine ensemble, Absolument. donc quand même. Non, c'était juste une boutade. Alors, beaucoup de choses ont été dites qui résonnent énormément. Donc, on a parlé de sécurité d'abord et avant tout. On a parlé de flexibilité. Je rajouterais qualité de service. Je rajouterais adaptation de l'offre de transport à la demande, quelle que soit cette demande, quelles que soient les conditions. Donc, et je reviens sur le mot flexibilité, ça veut dire avoir une capacité de réaction, que peut-être la planification de tout ce qui est difficile aujourd'hui sur les tables horaires, sur ces genres de choses, l'autonomie peut apporter. Énormément de choses. Je dirais que l'autonomie, c'est une route vers l'optimisation de ce qu'on a en termes de système de transport. Bizarrement, je vais dire quelque chose qui pourra heurter, mais l'autonomie des véhicules, ça se pense au niveau de l'entièreté du périmètre du système. Ça veut dire l'ensemble de la flotte, ce n'est pas le véhicule, c'est une flotte de véhicules autonomes. C'est une flotte de véhicules autonomes qui doit interagir avec son infrastructure et avec tous les éléments de l'ouverture. On a parlé de systèmes ouverts dans les grandes lignes, voire dans les milieux urbains qui ne sont pas les métros. C'est l'interaction avec l'environnement. Et la grande différence avec les métros automatiques sans conducteur dont vous avez parlé, c'est que l'environnement, il est maîtrisé par ailleurs, pas par le véhicule, mais par ailleurs. Donc on a fait en sorte que le véhicule se déplace dans quelque chose qui est maîtrisé, alors avec un niveau, etc., les fameux niveaux de sécurité qu'on connaît bien dans le ferroviaire. Cet environnement, il devient ouvert, il devient complexe, et c'est ça l'autonomie. Et il faut effectivement qu'on combine ces aspects-là au niveau, encore une fois, de l'entièreté du système, et je reviens sur un mot du cas d'usage. Le cas d'usage sera la garantie pour nous d'avancer sur l'arrivée de l'autonomie. Et c'est en définissant les bons cas d'usage, que ce soit d'un point de vue technologique, que ce soit d'un point de vue apport
qualité de service ou d'un point de vue économique, c'est en définissant ces premiers cas d'usage que l'on aura la garantie du chemin vers une autonomie totale, complète, dont on rêve tous, dont on s'approchera. Avec quel degré, ça reste à définir par les équipes qui sont sur le sujet. Mais voilà. Donc, cas d'usage, flexibilité, niveau système, réfléchir à l'ensemble de ce que doit être un système à base de véhicules autonomes et de ce que, en tant qu'usager, en tant que passager, on va attendre d'une telle technologie et d'un tel service. D'accord. Est-ce que vous pouvez décrire un peu en quoi toutes les réalisations métro driverless qui sont existantes, et il n'y a pas qu'Alstom qui l'a fait, c'est déjà utile, ça donne alors, déjà quelque bien chose. Sûr. Il y a mais en quoi de il faut, enfin vous en avez déjà un peu parlé, alors, mais énormément de choses déjà disponibles. On parlait de GOA2. Bon, le GOA2, ça fait à peu près. Non, je ne vais pas le dire parce que ça me vieillit trop. Ça fait longtemps. Les premiers systèmes GOA2 métro ont 40 ans. Voilà. Alors, la difficulté maintenant, c'est qu'un système de métro, une rame de métro, c'est un convoi qui est connu en longueur, en poids, en capacité de freinage, etc. Quand on parle de grandes lignes, si on parle en particulier du fret, il va falloir faire des pilotes automatiques, des ATO, qui sachent qualifier les capacités du convoi. Ça va être la difficulté. Ça, c'est une différence. Donc. Ça, c'est une différence par rapport à un métro. On a effectivement la capacité des passagers, mais ça reste faible, la différence de capacité. Puis c'est connu, c'est mesuré. Donc ça, on peut se baser sur ces briques-là, donc agiter la traction et le freinage sur un convoi, c'est connu. Voilà. Donc ces interfaces-là sont connues. La différence ou le lien entre la partie sécuritaire dite GOA1, donc la partie protection, et la partie pilote automatique, elle est connue aussi. Conduite automatique, pas pilote, parce que pilote, quelquefois, c'est un peu ambigu, mais conduite automatique. Donc toutes ces choses-là sont faites. La manipulation de tout ce qui est au-delà de la traction et du freinage, donc le fait d'interagir avec les portes, le fait de s'assurer d'une capacité d'arrêt à un endroit donné, avec une précision extrême, par exemple, pour faire face à des portes palières ou à des façades de quai, comme on dit ici en France, des choses comme ça, tout ça est connu. Donc c'est des choses qui vont permettre d'avancer, des briques technologiques qui vont permettre d'avancer et qui vont permettre, je dirais, de se concentrer sur tout ce que comment dire, ce train autonome grande ligne, voire ces systèmes autonomes de type navette, de type tram, qui ne sont pas dans un environnement connu, toutes ces choses-là vont amener du challenge. Nicolas a dit il faut qu'on greffe des yeux et des oreilles au train. Donc il faut travailler sur greffer ces yeux et ces oreilles pour que finalement le fameux GOA2, l'ATO, avant il n'avait que, entre guillemets, un capteur de vitesse et on va dire un téléphone pour parler au central, et maintenant il va avoir ses propres yeux, ses propres oreilles. Ça, c'est la différence. Et ensuite, les autres briques technologiques, c'est cette combinaison de l'ensemble des véhicules autonomes qu'il va falloir développer. C'est-à-dire qu'on s'imagine bien que chaque véhicule autonome ne va pas décider lui-même de la mission qu'il va devoir résoudre ou assurer. Il va falloir effectivement qu'il y ait une espèce de tour de contrôle de l'ensemble de ces véhicules pour que la qualité de service soit assurée. Ça, ce sont des briques qui vont arriver. On a les systèmes de supervision métro, ça peut nous servir, mais encore une fois, un système de supervision métro, ça résonne dans un environnement fermé. Là, on va résonner dans des environnements ouverts, donc augmenter le niveau de complexité. Donc on part de base, solide, et le challenge pour nous, dans cette aventure-là, c'est de s'assurer de la complémentarité et de ce qui reste à faire. De ne pas retravailler sur ce qui a déjà été fait, mais surtout de travailler sur les challenges et les choses qui restent à faire. Très bien. Donc, il y a un acquis, mais il y a encore des yeux, des oreilles à greffer. Hein. Il y a des yeux et des oreilles à greffer, et de savoir comment ces yeux et ces oreilles vont donner de l'information en sécurité. On y reviendra. Je sais que c'est un sujet qu'on a partagé aussi en aparté, important.
Il y a comment est-ce que on va dire, ce cerveau, finalement, avec tous ses sens, l'exploitation de tous ces sens nouveaux, va pouvoir agir et va pouvoir communiquer probablement avec les autres. Donc on va se diriger vers d'autres types de moyens de communication. J'ai parlé de la tour de contrôle, mais on pourrait dire que les systèmes autonomes vont devoir aussi communiquer entre eux pour assurer une qualité de service. Donc la révolution numérique, on en a vraiment besoin. Absolument, c'est clé. On voit bien que greffer des yeux et des oreilles, ça va vouloir dire faire appel à des technologies nouvelles de digitalisation, faire appel à des technologies nouvelles de vision par ordinateur, je ne vais pas citer les mots un petit peu buzz, mais oui, on pense tout de suite à de la capacité de calcul accrue, à de la capacité de stockage d'informations accrue et à de la capacité de transmission d'informations accrue, ce qui est possible aujourd'hui, qui ne l'était peut-être pas au moins autant il y a quelques années. Ça, c'est certain. Et vous parlez les yeux et les oreilles, j'ai dit que j'étais un peu provocateur, je vais continuer. Parce que le conducteur, j'ai un peu connu aussi dans une vie antérieure ce que c'est que la conduite des trains. Il ne faut pas oublier que le conducteur, certes, il a des yeux et des oreilles, ça c'est sûr. Mais il a aussi un accéléromètre interne. J'ai des exemples que je peux vous citer d'un conducteur à travers ce qu'il avait senti dans son train qui bougeait un peu, qui avait un vrai problème, et il l'a signalé. Puis il y a aussi son odorat. Quand il y a quelque chose qui commence à chauffer un peu, eh ben, faut s'en occuper aussi, et le conducteur souvent est là pour le signaler. Donc c'est les yeux, c'est les oreilles, c'est l'odorat, et c'est l'accéléromètre interne pour moi. Absolument. Et là, on touche sur quelque chose qui, encore une fois, au niveau du système, c'est que le conducteur ne fait pas que conduire. Voilà. Le conducteur, il a tout un ensemble de missions, au-delà encore une fois, d'agiter la traction et le freinage. Et toutes ces missions, il faudra que le système de mobilité, au sens large, les assume. Et voilà, et on revient, on revient à la SNCF qui va nous dire un peu effectivement comment elle voit cette évolution. Exactement. Et est-ce qu'il y a quelques premières applications auxquelles vous pouvez penser? Alors, avant de venir au cas d'usage possible qu'on imagine, qui sont assez nombreux, je vais rebondir un petit peu là, sur les oreilles et les yeux du conducteur. C'est aussi l'opportunité de lui donner des oreilles différentes. C'est aussi l'opportunité de au train autonome de ressentir les choses vraiment différemment. On peut finement aller voir ce qui se passe au niveau des bogies. On peut peut-être écouter les bogies plutôt que d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de la cabine. On repense en fait. Il ne faut pas imaginer qu'un train autonome conduit comme un humain. On rebat les cartes et on invente un nouveau système qui donne lui-même de nouvelles opportunités, notamment peut-être de monitoring de l'infrastructure, de choses comme ça. Et donc ça, c'est assez passionnant parce qu'on n'a pas vraiment de limite dans ce qu'on peut faire, d'autant que comparativement au domaine de l'automobile, parce que là on parle du transport public, mais la communauté des voitures autonomes est quand même très très active et on en bénéficie, puisque eux poussent l'émergence sur le marché de nouveaux capteurs, donc qu'on peut avoir aujourd'hui. On n'aurait pas de lidar, je pense, s'il n'y avait pas eu des expérimentations sur ce sujet dans l'automobile. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'automobile, on va avoir, ou dans le routier de façon générale, des décisions à prendre dans un espace assez grand. C'est-à-dire, est-ce que je freine, est-ce que j'accélère, est-ce que je tourne à droite, à gauche, comment je combine tout ça. Dans le ferroviaire, notre cas est plutôt simple. Malgré tous les challenges technologiques qu'on a, c'est le train, il n'a qu'une chose à faire, c'est est-ce que je dois freiner ou pas? Si je ne freine pas, je suis ma mission. Et si je ne suis pas mission, c'est pour freiner, me mettre en sécurité. C'est un petit peu la solution. Donc, ça nous est assez favorable. D'autant que dans un train, on peut mettre des ordinateurs peut-être un petit peu plus simples que dans une voiture. On a un peu plus d'électricité, on a peut-être un peu plus de place, peut-être un petit peu plus de façon de le refroidir des ordinateurs. Ce sont quelques opportunités qui nous sont assez favorables. Donc on est assez tiré par le domaine du routier, mais on a aussi des atouts sur ce sujet-là. Alors pour les cas d'usage, bien sûr, on pense tout de suite, on a cité le fret, qu'on peut oublier parfois. C'est vrai que c'est
conduire un train fret, c'est quelque chose d'assez difficile. Hein. Modéliser des attelages, etc., c'est quelque chose, en temps réel, hein, bien sûr, c'est quelque chose de très compliqué. Mais on a d'autres cas d'usage. On a des mouvements, ce qu'on appelle les mouvements techniques, c'est-à-dire des trains qui vont bouger à vide, par exemple. Donc, ils vont aller du dépôt à la gare ou de la gare au dépôt en fin de service, des choses comme ça. Donc, avec une opportunité peut-être d'avoir un train sans conducteur ou des locomotives au pied. Donc, qui ouvre la possibilité d'avoir des niveaux de sécurité peut-être différents. Donc, ça peut être des cas d'usage qui seraient peut-être en premier parce que ça pourrait être plus facile, enfin, on peut l'imaginer. On a donc l'opportunité d'ouvrir le monde du ferroviaire, donc avec des cas avec des trains légers, réouvrir des petites lignes qui étaient fermées, augmenter des fréquences pour redynamiser des lignes qui sont un petit peu à bout de souffle, des choses comme ça. Et on a aussi, par exemple, le cas des trains ouvreurs sur ligne TGV. Vous savez que le matin, vous avez un train qui passe à vide, comme ça, à vitesse réduite, pour ouvrir la voie. Donc, on regarde si tout va bien, etc. Le conducteur observe son environnement. Et voilà. Et ça, ce sont des opportunités hein, pour du train autonome, au-delà de, bien évidemment, mon Transilien GOA4 ou mon TER GOA3 ou mon TGV GOA2. D'accord. Effectivement, le ferroviaire, comme vous dites ça, un seul degré de liberté. Donc, j'ai l'impression, et vous avez raison, que ça simplifie un peu. À l'inverse, je me souviens d'un directeur général de la SNCF qui disait le chemin de fer, c'est le mode de transport le plus dangereux. Bon, il était en charge de la sécurité, donc c'était bien qu'il nous motive comme ça. Cela étant, il voulait dire par là qu'il y avait sans doute des risques inhérents au ferroviaire que l'on ne retrouve pas dans les autres modes. Le risque typique, c'est le déraillement. Et l'autre élément, c'est que le seul élément de la sécurité du ferroviaire, à un seul degré de liberté, c'est de s'arrêter. Là où les autres modes peuvent éviter l'obstacle. Et donc, ça, c'est aussi un des éléments, évidemment, que vous prenez en compte dans le cadre du train autonome. Oui, bien sûr, tout part en fait des risques ferroviaires à la base. Voilà. Toutes les études vont partir de là. Et parfois, d'ailleurs, s'arrêter, c'est pas forcément toujours la bonne façon de faire. Si le train est en feu, on va pas s'arrêter dans un tunnel, etc., etc. Il y a quand même des petites subtilités. Mais on voit bien que dans la combinatoire, ça nous semble être un peu plus facile, ce qui nous fait dire que l'intelligence artificielle qu'on pourrait mettre dans un train autonome, on va la mettre beaucoup dans la perception, mais pas tellement dans la décision, puisque là, on peut obéir à des règles, ce qui nous arrange, puisque pour en faire la preuve formelle de sécurité, ça va être plus simple. Là où on voit bien que dans l'automobile, ils ont des IA de décisionnels que nous n'avons pas. Donc du coup, c'est en ce sens que on a un petit avantage, notamment dans la preuve de sécurité, parce que tout repose sur notre capacité à montrer la sécurité de ces systèmes. Absolument. Et vous avez parlé du TGV balai. Et c'est là que ça me revient un élément qu'on avait eu à l'époque avec le TGV, où un conducteur, je reviens à l'accéléromètre interne, un conducteur avait senti que la voie bougeait un peu. Il était à 160 à l'heure, heureusement, il n'était pas à 300, 320 à l'heure. Et là, il avait eu le temps de le signaler, et des équipes d'intervention de l'infrastructure SNCF avaient pu intervenir et avaient pu voir qu'effectivement, il y avait un problème sur la voie. Et donc, c'est effectivement un élément à prendre en compte. Absolument, c'est-à-dire qu'il va falloir en fait se reposer la question de c'est quoi un train balai, voilà. Quelles sont ses missions, et les vraies, pas seulement celles qu'on a écrites peut-être au début, c'est peut-être réorienter ces choses-là, les voir différemment, et quelle est l'opportunité qu'on a derrière, en fait, c'est que éventuellement, plutôt que d'avoir un train balai qui va vous mobiliser une voie pendant un certain temps, c'est peut-être d'en avoir plusieurs, qui vont chacun faire leur petit tronçon, et de libérer des sillons. Alors évidemment, ce mobile, il peut avoir une charge à l'essieu qui soit celle qu'on a sur un TGV, parce qu'on considère que ouvrir une voie, c'est passer dessus avec la même charge.
mais ça peut être ça peut être un autre poids, ça peut être plus, ça peut être moins, et puis ça peut être aussi en profiter pour aller scanner le réseau télécom, scanner effectivement la géométrie de la voie de façon un petit peu plus fine. Dans tous les cas, l'avantage qu'on a, c'est qu'en général, ces systèmes sont en disponibilité à 100%. C'est-à-dire que l'attention de ces systèmes, déjà tous les systèmes sont en parallèle et ils sont tous opérationnels à 100% du temps. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un humain qui doit gérer beaucoup de choses en même temps et ne peut pas être à la fois attentif sur des obstacles et surveiller une vitesse tout en lisant sa tablette, voire éventuellement une signalisation inopinée, je ne sais pas, des choses comme ça. Oui, c'est effectivement très intéressant. Stéphane disait, il faut raisonner système. Et là, vous ouvrez peut-être encore un peu plus en disant, il faut même savoir réfléchir à la manière dont le système a été conçu et voir comment on peut le faire évoluer pour être encore meilleur grâce aux technologies du numérique. Hein. Ah oui, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier que ces technologies-là, il va falloir les mettre dans des trains. Et, oui. Et que soit on fait de rétrofit, soit on profite de nouvelles commandes de train pour les équiper avec des systèmes nouveaux. Et ça, c'est une dimension qui est extrêmement lourde. Parce que du rétrofiter un train en GOA4 avec la surveillance à bord des passagers, la surveillance des portes, la surveillance, alors tout le système ATO de conduite autonome, détection d'obstacles, etc. Sur un train qui initialement n'a pas été prévu pour ça, ça peut être extrêmement lourd. Donc du coup, on va avoir quand même dans les cas d'usage une contrainte de calendaire, on va dire, pour se caler sur ce qu'il est possible de faire avec les nouvelles rames, etc. Donc ça va être assez compliqué. Absolument. Hein. Rétrofiter un train, c'est compliqué. Rétrofiter un bus, c'est peut-être une autre question. Et chez vous, alors, quelles sont les premières applications de navettes autonomes auxquelles vous avez déjà un peu la vision? Alors, ce qu'on voit beaucoup au début, ce sont des cas d'usage qui déjà sont adaptés à la technologie qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, les premiers véhicules qui arrivent sont des véhicules de type navette, 4-5 mètres de longueur, donc avec une capacité d'emport entre 10 et 20-25 passagers. Donc, c'est des véhicules qui ne sont pas adaptés pour des lignes à fort trafic, des lignes de bus. Enfin, vous ne pouvez pas remplacer un bus de 12 mètres, ou encore moins un bus de 18 mètres avec des navettes. Parce que et vos navettes 4 ou 5 navettes, ce n'est pas possible. Vos navettes, elles sont routières ou ferroviaires ou les deux? Alors, moi, je parle routière. C'est vrai qu'au côté Transdev, on regarde principalement les cas d'usage routiers. Très bien. Donc, pour faire des cas d'usage qui sont au démarrage complémentaires à ce que vous pouvez avoir comme cas d'usage aujourd'hui. Donc, on sait très bien, enfin, c'est ce que je disais, une navette de 4 mètres avec 10-15 personnes à l'intérieur, vous allez pouvoir faire des cas d'usage où il n'y a pas un débit trop important. Donc, ce qu'on regarde tout particulièrement, c'est des cas d'usage de type premier, dernier kilomètre, enfin, et des services de rabattement. Aujourd'hui, il y a énormément de collectivités locales, donc les clients de Transdev, qui regardent des solutions de transport à la demande pour ce dernier kilomètre. Alors, de quoi on parle? On parle d'un service qui vous emmène, vous, passagers, par exemple, de la gare, que ce soit une gare de train, une gare de métro, jusqu'à votre domicile, pour éviter d'avoir à marcher 500, 1 km, 2 km. Aujourd'hui, alors, on sait faire avec un véhicule conduit. On a les véhicules, on a les chauffeurs, on a les apps qui permettent de faire du transport à la demande, mais ça coûte très cher, passagers transportés. Donc, beaucoup d'agglomérations regardent et se disent, non, si ça me coûte 30, 40, 50 euros par passager transporté, c'est trop, le jeu en vaut pas la chandelle. Là, typiquement, si on arrive à avoir un produit avec des coûts au kilomètre qui sont plus faibles, ça permet de développer massivement des services de dernier kilomètre, donc de rabattement vers des gares de train, des gares de métro, et d'offrir donc un service complémentaire qui améliore l'attractivité du réseau de transport. Et ça, ce qui est particulièrement important, qu'on se dit, c'est un enjeu clé pour favoriser le report modal. Donc l'enjeu, c'est d'apporter des nouveaux services que nos passagers attendent, que nos clients collectivités locales attendent, dans un but de faire en sorte que de plus en plus de gens abandonnent leurs véhicules particuliers et utilisent les réseaux de transport. Alors ça, c'est le premier cas d'usage, mais vraiment complémentaire. Pourquoi complémentaire aussi au début? Parce qu'on a conscience que la technologie va évoluer, mais si vous proposez un service complémentaire là où il n'y avait rien avant, l'enjeu sur la performance, il est quand même un peu moins fort.
Parce que votre passager, il pourra se dire, OK, la navette, peut-être qu'un bus roulera un peu plus vite, mais avant, il n'y avait pas de bus. Je ne peux pas comparer. Là où ça va se compliquer, c'est quand vous arriverez à proposer des services de substitution. Vous prenez une ligne de bus et vous remplacez un matériel conduit par un matériel autonome. Là, ce qui va être très difficile, c'est d'offrir la même qualité de service dès le début. Parce que, imaginez quelqu'un qui fait son trajet de bus en 15 minutes, si avec un bus autonome, ça lui prend 20 minutes, il y a des risques qu'il y ait beaucoup de mécontents. Voilà. Ça veut donc dire que, au moins en première application, vos navettes, elles sont, si j'ai bien compris, en infrastructure non vraiment spécialisées, mais elles circulent à vitesse réduite. Vous pouvez en dire un peu plus ? Alors, elles circulent à vitesse réduite. Nous, ce qu'on vise, c'est d'avoir un matériel qui puisse aller jusqu'à 30 km/h maximum. Voilà. Pourquoi 30 de le dire, hein. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la tendance lourde dans beaucoup d'agglomérations, c'est d'avoir une vitesse maximale à 30 km/h. Là, je parle des zones qui sont denses, moyennement denses. C'est différent pour le rural ou la grande couronne. Mais déjà à 30 km/h, on pense qu'on a un niveau de performance qui permet d'offrir des vrais services. Aujourd'hui, la problématique, c'est que les navettes actuelles qu'il y a sur le marché n'arrivent pas à aller à 30 km/h maximum. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un véritable enjeu d'augmenter le niveau de performance tout en garantissant la sécurité pour offrir ensuite des vrais services. Donc 30 km/h. Et pour reprendre votre point, oui, on vise des milieux ouverts. Donc pouvoir rouler sur une route sans aménagement particulier. Alors, c'est-à-dire pas spécialement instrumenté. La route. Potentiellement, si. Quand on est dans une approche, il y a un intérêt quand on est dans une approche de transport public, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un service. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment les Américains, les Chinois, qui regardent du robotaxi. Mais robotaxi, ça suppose aller partout dans une agglomération si vous voulez offrir un service. Un transporteur public, on a besoin de couvrir une petite zone ou de couvrir une ligne. Donc, c'est plus simple. Et si vous faites juste une ligne, vous pouvez regarder si, à certains endroits donnés, il y a besoin d'une instrumentation spécifique, il y a besoin d'une adaptation de la voirie. Je ne parle pas de refaire des voies séparées partout, mais par exemple, vous mettez un nouveau feu, vous ajoutez un stop pour faciliter l'insertion de la navette. Ça, c'est des choses qui sont possibles quand vous êtes sur des environnements, pas à l'échelle de toute une agglomération. Donc oui, on regarde ces sujets-là. On regarde si potentiellement il y a un besoin aussi d'avoir de l'infrastructure connectée. Donc ça, c'est des capteurs qui sont déportés au niveau de l'infrastructure. Typiquement, un capteur sur un mât qui permet d'avoir une vision globale du rond-point ou d'un carrefour pour faciliter l'insertion des véhicules autonomes dans le trafic et puis pouvoir augmenter le niveau de performance. Ça, c'est des thématiques qu'on regarde aujourd'hui. Pareil, on est toujours sur une phase de recherche, de développement. La technologie n'est pas mature sur ces points-là. Et vous avez déjà quelques premières applications en tête, et à quelle date, d'après vous? Alors, nous, ce qu'on vise, c'est que les navettes actuelles, on roule déjà dans des environnements simples, typiquement des petites lignes, ou bien on a des projets aussi sur des sites fermés, des sites industriels pour transporter les employés. Et à l'intérieur du site, là, c'est plus simple parce que c'est un environnement qui est beaucoup plus maîtrisé. Nous, notre vision, c'est de dire que là, la technologie évolue très vite et d'ici 2-3 ans, on sera en capacité d'offrir 2-3 ans. Voilà, 2-3 ans, d'offrir ces premiers services, encore une fois, complémentarité. Je ne dis pas que dans 2-3 ans, on va vous prendre une ligne de bus et qu'on va la remplacer par du matériel autonome, mais voilà, de commencer à pouvoir avoir une réelle vision service, ce qui implique d'avoir démontré la sécurité, d'avoir amélioré le niveau de performance. Bien entendu, quand on démontre la sécurité, l'idée, c'est de rouler sans conducteur. D'accord. On a un côté industriel déjà des premières expérimentations, non évidemment pas de véhicules autonomes, puisque vous en avez parlé déjà de tout ce qui avait lieu de faire, mais au moins de systèmes qui permettraient déjà d'avancer, d'évoluer vers l'autonomie. Alors oui, ça a été bien dit. Il y a déjà des expérimentations, et là on reparle cas d'usage, c'est-à-dire qu'on a défini quel était le cadre dans lequel l'expérimentation pouvait être faite, et on est capable, je dis toujours, d'exporter un certain nombre de contraintes soit vers l'infrastructure, soit vers l'exploitation, qui nous permettent d'avancer. Des expérimentations, oui, d'autant plus que tout ce qui va, et là aussi ça va être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais tout ce qui va faciliter la vie du mobile autonome va effectivement lui permettre d'arriver plus vite. On parlait d'infrastructures connectées, mais
pensons aux choses d'aujourd'hui. On parle de connexion, on parle d'IoT, Internet of Things, etc., etc. Le feu de signalisation, d'ailleurs, qu'il soit ferroviaire ou routier, il sait très bien dans quel état il est, puisqu'il a été commandé pour. Et il sait très bien combien de temps il va rester dans son état. Pourquoi diable faudrait-il que le véhicule autonome se mette à estimer cette chose-là? Voilà. Beaucoup plus intelligent de lui donner la capacité de discuter avec cette infrastructure connectée. Alors évidemment, les obstacles ne seront pas connectés, donc il faudra toujours avoir les yeux et les oreilles, hein, soyons clairs. Mais à partir du moment où on va transposer l'intelligence d'une façon différente, alors on fera émerger ces véhicules. Maintenant, cette infrastructure connectée, elle n'est pas partout. Et on ne peut pas envisager, pour le bien de faire arriver le cas d'usage, repenser l'ensemble de l'infrastructure. C'est les petites lignes de tout à l'heure. Il est hors de question que j'équipe toutes les petites lignes de la dernière technologie connectée, parce que sinon, économiquement, ça ne va pas le faire. Même chose pour le dernier kilomètre. Si je dois rééquiper tous les feux de signalisation routière pour que la navette autonome arrive, je sais pas arrive. Et donc, on va là aussi redéfinir quels sont les cas d'usage, comment est-ce qu'on va pouvoir combiner une infrastructure connectée, un système, pour pouvoir faire avancer ces choses-là. Quand est-ce que c'est pertinent? Quand est-ce que ça l'est pas? Donc, vous m'avez demandé des expérimentations. Oui, on est en train de faire des expérimentations ici en France, à Toulouse, avec une navette autonome. J'ai le droit de le citer. Ah bah c'est vous qui savez. Hein. Bon, d'un constructeur qui s'appelle EasyMile, donc qui est local toulousain, et qui fait une expérimentation autour de l'Oncopole de Toulouse. Donc oui, il y a des choses qui arrivent. Le but étant, effectivement, d'avoir une expérimentation au bout du compte sans conducteur, voilà. Parce que pour l'instant, elle est encore avec accompagnateur, on va dire, personnel accompagnant. Donc, une expérimentation sans conducteur, ça restera à vitesse limitée, donc on ne sera pas au niveau des 30 km/h encore, avec une infrastructure connectée, donc une infrastructure qui est capable de donner à la navette l'information de l'état de la signalisation routière, voire d'être capable de lui donner l'état, dans un deuxième temps, de ce que la navette ne pourra pas voir. C'est-à-dire, en gros, on va lui donner à la navette la capacité de voir autour du coin de la rue, dans les angles morts, etc., etc. Et tout ça va permettre l'arrivée de ce genre de cas d'usage. Ça, c'est très intéressant, très intéressant. Alors, un autre sujet qui je crois, mérite d'être évoqué, mais avant, je voudrais dire, je ne sais pas si on a dit à nos auditeurs qu'ils pouvaient poser des questions et qu'il y aura à la fin de cette table ronde, toute une séance de réponses aux différentes questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par écrit, on ne vous oubliera pas. Et un autre point que je voulais évoquer vis-à-vis des exploitants, c'est la réaction de vos clients collectivités et la réaction des clients passagers. Comment vous imaginez, comment vous prenez en compte la manière dont les collectivités et les clients usagers, passagers, se diront « Tiens, je suis dans un train, mon Dieu, il n'y a plus personne ». Alors, bien évidemment, ce sont des sujets qu'on regarde, notamment la perception par le client final. Hein, les AO, c'est un sujet un petit peu différent, parce qu'on a un côté... Les AO, les autorités organisatrices, voilà, c'est ça. Hein. Donc, les régions politiques qui vont porter les cas d'usage peut-être dans leur région et qui vont devoir certainement collaborer. Hein. Donc, un train autonome, hein, ça va être la rencontre d'une promesse, d'un besoin de la région et puis d'une acceptation du client final. Hein. C'est la question. Tout le monde est impliqué. Alors, on regarde plus particulièrement ce que pourrait être la réaction d'un client, comment il se projette dans cet avenir, quelles sont ses attentes, sachant que faut pas prendre pour argent comptant, hein, ce qu'on observe ou ce qu'on entend. En général, on a une différence, hein, il y a toujours un biais entre ce qu'imagine un client et ce qu'il va ressentir réellement.
Donc on essaye, en travaillant avec des gens compétents dans ces domaines, hein, de voir quel est l'imaginaire déjà aujourd'hui de ces gens-là vis-à-vis du train autonome. Alors il y a des références qui existent, hein, il y a des références avec le métro, il y a des références cinématographiques, il y a des références littéraires, il y a voilà, les gens se sont déjà construits un imaginaire. Donc cet imaginaire, il va falloir peut-être aussi le travailler, hein, en proposer un. Et puis on regarde, bien évidemment, alors il y a une analyse évidemment fonctionnelle, c'est-à-dire que les besoins et les devoirs de la SNCF sont connus. On a un devoir de sécurité vis-à-vis du client. Le client a une attente de sécurité, mais il va aussi avoir des peurs qui peuvent être rationnelles ou irrationnelles. Tout à fait. Donc on regarde tout ça, on compare éventuellement avec ce qui se fait dans l'automobile. C'est pas simple et ça va être un travail constant jusqu'au bout, jusqu'à la livraison d'un cas final. Donc on essaye quand même de blinder tout ça avant. On va certainement en faire trop peut-être au début en termes d'accompagnement, de sécurité, de communication, etc. Mais vaut mieux ça que d'avoir un pépin après. Donc c'est vraiment regarder parce que c'est un peu clé. Mais ça va être porté par les cas d'usage. On a parlé des cas d'usage, la complexité de nos sujets, elle vient premièrement des autorités de certification qui aujourd'hui ne peuvent pas vraiment nous dire ce que doit être un train autonome. Donc on se projette dans des possibles vis-à-vis de ça. Alors c'est pas facile. On se met peut-être même un peu la barre un petit peu haut vis-à-vis des exigences qu'ils auraient vis-à-vis de nous. Et j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. J'avais une question. Oui. J'avais une question puisqu'on était vraiment beaucoup dans les sciences dures jusqu'à présent, le numérique, les capteurs. Là, on évolue un petit peu vers la réaction Vers l'humain. vers l'humain. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il faut aussi maintenant faire intervenir des spécialisés? Des sciences dites molles, c'est-à-dire, je pense, sociologie, psychologie. Est-ce que dans votre équipe, vous avez des gens qui réfléchissent à ça? Oui, absolument. Donc, on a une dame qui est responsable de l'accompagnement du changement et qui est en relation avec notamment les équipes d'innovation et recherche et qui travaille sur tous ces aspects-là. Donc, on peut rajouter l'ergonomie, etc., la sociologie. Voilà, exactement, puisque le but final, c'est quand même offrir un service de qualité et sécure et sûr à nos clients. Voilà, alors on peut le prendre aussi par le biais de la sécurité et de la sûreté à bord. Comment est-ce qu'on assure la sécurité? Donc c'est un moyen aussi parce qu'il faut quand même envisager des solutions techniques à un moment donné pour rassurer le client, assurer un niveau, prévenir éventuellement des problèmes à bord, etc. Donc notre ambition, c'est de faire au moins aussi bien, mais peut-être même certainement mieux que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a de nouvelles opportunités. Voilà. Et dans le transport public routier, la clientèle, vous avez déjà des premiers éléments de réaction et comment vous prenez en compte cette question? Parce que c'est bien beau d'avoir un système qui marche bien. Ouais. S'il fait peur et si les clients ne viennent plus, on a tout faux. Non, c'est une super question. Donc, on commence dès aujourd'hui à regarder quelles sont les réactions des clients qui entrent dans les navettes. Pour le moment, il n'y a pas d'a priori négatif. Enfin, les gens n'ont pas de crainte particulière vis-à-vis du véhicule autonome. Donc ça, c'est un point positif. Absolument. Modulo, je mettrais quand même 2 bémols. Hein. Je pense, on l'a pas mal dit, le niveau de performance aujourd'hui reste limité. Donc, quand vous êtes dans une navette qui roule à 15-20 km/h, ça rassure quand même. Bah, ça roule pas très vite, donc on se dit qu'on ne fait pas grand-chose. Deuxième point, Stéphane mentionnait tout à l'heure l'expérimentation d'EasyMile à Angopal, qui va être la première en France à rouler sans conducteur sur route ouverte. Jusqu'à présent, les expérimentations qu'on faisait, c'était avec un safety driver, un agent à l'intérieur du véhicule, qui était là justement pour s'assurer que tout marche bien, et puis également pour répondre aux interrogations, aux questions des passagers de la navette. Et ça, c'est un point important parce que
tout compte fait, ce que nous disent les gens dans les enquêtes qu'on fait, c'est bah non, j'ai pas peur, y compris les personnes d'un certain âge, il n'y a pas d'appréhension particulière à monter dans la navette, mais aussi j'ai pas peur parce que ça roule pas très vite, et puis je suis très content d'avoir quelqu'un à l'intérieur qui puisse répondre à mes questions. Donc tout l'enjeu, ça va être de savoir comment ces mêmes personnes vont réagir quand on sera en capacité de les faire monter dans un véhicule qui roulera plus vite, où il n'y aura plus personne à l'intérieur. Et là, vous comprenez bien que prévoir ça en avance de phase, c'est un peu compliqué. Donc, comment les gens vont réagir dans 2-3 ans quand on commencera à déployer ce type de service? Point d'interrogation. En tout état de cause, pour aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de crainte particulière à monter dans une navette autonome. J'avais une question pour les deux, là. Est-ce qu'il y a eu un retour d'expérience des quelques incidents qu'il y a pu y avoir sur des métros sans conducteur? Je pense par exemple à un incident qui a eu lieu assez récemment sur la ligne 14 à la RATP, où là, ça a été assez compliqué pour arriver à gérer la situation. Est-ce que vous avez des retours d'expérience de ce type qui alimentent votre réflexion, l'un ou l'autre? Alors, non, pas vraiment. En fait, on est plutôt en constructif. On est dans on se projette sur des cas d'usage qui sont vraiment spécifiques et on travaille plutôt à voir comment fonctionnellement répondre déjà à ce qu'on souhaiterait pouvoir proposer dans un train autonome pour tous les acteurs d'ailleurs. Donc, on fait pas mal de créativité, on essaye de se projeter, d'imaginer des choses, de voir tous les possibles en restant bien évidemment dans des choses raisonnables économiquement. Mais je reviens sur ces cas d'usage qui sont vraiment très très différents. Un train autonome en urbain, c'est pas du tout pareil qu'un train autonome grande ligne qui pourrait aller vite. Les possibilités de transbordement ne sont pas les mêmes, les possibilités d'intervention rapide sur site non plus, le secours non plus n'est pas le même. Tout est tellement différent qu'au final, on est dans la complexité de travailler les cas d'usage un par un. Et en fait, on a une explosion combinatoire d'architecture système qui est tellement grande qu'à un moment donné, il va falloir effectivement, là je rejoins complètement ce qui a été dit, partir sur un cas d'usage et se dire voilà, celui-là, on va le traiter de bout en bout, on va voir comment on peut faire. Ensuite, par ailleurs, des expérimentations, il n'y en a pas tant que ça, en fait, qui pourraient vraiment nous intéresser. Il y en a quelques-unes, mais c'est dans le ferroviaire, c'est en général tellement bien blindé que il n'y a pas trop de problèmes sur les quelques expérimentations qu'on peut avoir. Il y a toujours un... Voilà. D'accord, je crois qu'il y a Stéphane qui voulait intervenir. Alors, bien blindé et peut-être quelquefois trop blindé. Trop blindé. Alors là, je vais chevaucher mon dada habituel. Hein. Les gens qui travaillent avec moi vont se dire ça y est, il est parti dans son si vous allez trop loin, on vous arrêtera, mais c'est intéressant. Mais je vais vous citer quelque chose sur lequel collectivement l'ensemble des intervenants on doit travailler. C'est qu'on a parlé tout à l'heure du cadre de la régulation, du cadre normatif, de nos autorités de certification. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la norme du logiciel dans notre monde du ferroviaire, la fameuse EN 50128, qui dit que toute technique d'intelligence artificielle est aujourd'hui non recommandée. On sait ce que ça veut dire, non recommandé chez nous. Hein, ça veut dire vraiment non recommandé. Pour tout système de niveau SIL, Safety Integrity Level, supérieur à 0. Ça veut dire qu'on ne va pas aller loin. Donc il va falloir effectivement qu'on travaille tous à réfléchir comment ces technologies du digital, comment ces technologies du futur, de la vision par ordinateur, etc., pour la détection d'obstacles, à partir du moment où elles participent à la sécurité, à la sûreté de fonctionnement, et ce sera le cas, comment est-ce qu'on va pouvoir rééchelonner, faire évoluer notre cadre normatif, rééchelonner notre système de lateur, tous autant qu'on est. Donc ça, c'est mon dada caractère normatif. On n'est qu'au début. De cette aventure-là. On a effectivement
pour rebondir sur ce qui a été dit, la chance de pouvoir avoir des systèmes de commande qui, eux, ne font appel à des techniques bien connues et que nos autorités... Validées, certifiées, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est notre chance aussi de pouvoir faire avancer les choses beaucoup plus rapidement et là, de profiter de tout l'acquis et de toute l'expérience. Donc ça, c'est pour moi l'acquis. La difficulté, c'est quelquefois on est un petit peu trop restrictif. Il va falloir effectivement qu'on évolue collectivement sur cet aspect-là. Et puis encore une fois, tout ce qui a été dit est extrêmement important, le cas d'usage, la façon dont on va projeter cette analyse de contexte, des scénarios. Il va falloir effectivement communiquer sur et qu'est-ce qui se passe si, et qu'est-ce qui se passe si. Et c'est communiquer avec le personnel d'accompagnement, ça c'est une possibilité, mais peut-être communiquer en avance de phase pour que justement il n'y ait pas cette demande quand on est à l'intérieur du véhicule, à l'intérieur de la navette ou à l'intérieur du train autonome de demain. C'est-à-dire le faire en avance de phase, en expliquant, tout en étant extrêmement pédagogique et pas tomber dans l'alarmisme, qu'est-ce qui va se passer dans certaines situations pour que l'acceptation finalement du passager soit là au bout du compte et que finalement il se pose quasiment pas les questions. Vous parliez tout à l'heure de l'incident qui a eu lieu sur la ligne 14 et on pourrait en citer d'autres dans d'autres endroits du monde. Oui. Mais finalement, ça ne remet pas en cause je dirais la perception du passager sur un train automatique sans conducteur, sur un métro automatique sans conducteur. Il n'y a pas d'appréhension. Il y a éventuellement une frustration de se dire tiens, ça s'est arrêté au milieu et j'ai été obligé de cheminer sur la voie. Oui. Et franchement, tous ces gens qui font de l'exploitation et tous ces gens qui font des systèmes de mobilité auraient pu prévoir ce scénario pour m'éviter de cheminer dans le noir comme ça. Mais il n'y a pas d'appréhension particulière de monter à l'intérieur d'un train automatique, d'un métro automatique sans conducteur. Et je ne pense pas, effectivement, je suis d'accord, qu'il y ait une appréhension sur le fait de monter à bord d'une navette ou même de monter à bord d'un train sans conducteur. Je pense que l'accompagnement, l'explication de tout ce qui va se passer dans un certain nombre de scénarios va être clé pour que finalement tout le monde s'y sente bien. Si je peux me permettre, il y a une différence entre le train, le métro et puis le bus. Ce qui nous, chez Transdev, nous interpelle un peu plus, et c'est pour ça qu'on fait ces études, c'est que train et métro, somme toute, dès aujourd'hui, vous ne voyez pas le conducteur. Enfin, vous montez dans le métro, enfin, vous pouvez voir quand le métro arrive à quai. Mais que ce soit autonome ou conduit, somme toute, vous le voyez assez peu. Le bus, ce qui nous fait un petit peu plus réfléchir, c'est que mine de rien, surtout maintenant qu'on a généralisé la montée par l'avant pour des sujets de fraude, de contrôle de la fraude, vous voyez le conducteur. Ça fait quand même, donc on se dit, il y a peut-être quelque chose, même si les gens, d'accord, on espère tous qu'ils ne vont pas y penser, mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'ils vont monter dans un véhicule là où il n'y aura plus personne à l'intérieur, alors qu'avant, il y avait un conducteur qui était bien visible, pour le coup. J'avais une autre question, mais toujours dans cet esprit, mais pour la SNCF, puisque les dimensions du réseau sont beaucoup plus grandes. Est-ce que vous avez déjà des réflexions sur les méthodes d'intervention et de relation avec les passagers en cas d'incident ? On sait bien que maintenant, oui, on fait tellement tout bien, il n'y a plus d'incident, mais on ne sait jamais. Si, bien sûr. Donc, en fait, on a classé plusieurs... on a pris des cas d'usage et on s'est fixé sur le GOA4, donc le cas le plus difficile, dans lequel il n'y a pas de personnel à bord. Donc, a priori, le GOA4 concernerait plutôt des petites lignes. Donc, on s'est fixé sur une ligne TER imaginaire et on a travaillé sur ces scénarios-là. Et en fait, on va essayer d'assurer la sécurité de plusieurs façons. Alors, on n'imagine pas un train autonome GOA4 sans une connectivité télécom importante. Dans tous les cas, un train autonome, c'est un véhicule qui est connecté et avec lequel on peut interagir. Voilà. C'est aussi un train qui sera supervisé. C'est-à-dire qu'on aura quelque part, dans une tour de contrôle, une personne qui sera en charge de surveiller, un peu comme un contrôleur aérien, de suivre le train, de pouvoir l'observer et comprendre ce qui se passe, donc avec des remontées d'informations de tout ordre, techniques sur l'état sanitaire du train, mais aussi sur ce qui peut se passer à bord.
On imagine des systèmes de supervision des clients dans chaque voiture, donc des systèmes automatiques qui seraient aptes à pouvoir détecter, par exemple, une personne seule qui se serait évanouie, une bagarre, des tas de choses comme ça. Et à la limite, on se dit que peut-être qu'un contrôleur à bord, il voit ce qui se passe dans une voiture. S'il a besoin d'être contacté, ça peut prendre du temps. Nous, si on réussit à surveiller toutes les voitures en même temps, par exemple, mine de rien, on pourrait peut-être faire, dans certains cas, peut-être un peu mieux. Bien évidemment, pour assurer une présence virtuelle de la sécurité à bord, on peut imaginer par exemple des brigades volantes qui de temps en temps prendraient le train pour assurer une présence aléatoire et montrer qu'il y a un potentiel contrôle permanent, hein, au-delà des caméras bien sûr, hein, qui surveillent, etc. Et en plus de ça, peut-être des brigades d'intervention, ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné se dire, en cas de nécessité d'intervention, quel est notre niveau d'exigence pour être à bord et assurer un secours immédiat. Non, mais ça, c'est intéressant. Ce sont effectivement des plus que l'on peut donner à la clientèle par rapport à la situation actuelle, parce que je crois que c'est important. Absolument. Après, on peut aussi gérer peut-être les voitures différemment. Ça veut dire éviter d'avoir des personnes qui sont peut-être trop seules dans certaines voitures. On peut, ça, c'est très bien. Voilà. Absolument. Il y a plein de choses qui peuvent être imaginées, mais c'est central. Hein. Un train autonome, ce sera la rencontre de l'acceptation client et de la promesse qu'on fait à la haut, et puis d'une faisabilité technique, bien sûr, mais au final, le client, s'il n'accepte pas le train, ce ne sera pas possible. Hein. Ça, c'est une très belle définition, ça, je suis bien d'accord. Il nous reste quelques minutes avant de passer aux questions. J'aurais aimé que l'on parle, Stéphane aura peut-être des choses à nous dire sur, maintenant, on va élargir un peu l'horizon, c'est-à-dire une vision mondiale. Est-ce que l'on a dans le monde entier, quelque part dans le monde déjà, des expérimentations qui peuvent nous être utiles? Oui. On a 2-3 minutes. Hein. Oui, d'accord. Donc, vous m'interrompez au bout des 2 minutes. Donc oui, il y a des expérimentations. Et là aussi, on va parler de cas d'usage. Je pourrais vous dire qu'il y a des expérimentations de trains sans conducteur au milieu du bush australien. Bon, on voit bien que le cas d'usage est complètement différent. C'est quoi leur train? C'est des trains de mine. Des trains de mine. Rio Tinto. Bon, voilà. Détection d'obstacles. Bon, tout ce qu'ils peuvent percuter, c'est un kangourou. J'ai beaucoup de respect pour les défenseurs des animaux, mais ils ne vont pas avoir le même type d'exigence. On pourrait citer certains trains GOA2 en Chine. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne. Qui m'intéresse en tout cas, oui. Oui, maintenant, le niveau d'exigence et le niveau de cas d'usage ne sont pas ceux que l'on a abordés ici. On pourrait dire qu'il y a certains, alors si on se rapproche un petit peu plus de nous, hein, en Allemagne, bien sûr, un exploitant connu allemand, des exploitants connus allemands sont très intéressés par les expérimentations de GOA2, de GOA3, de GOA4. Donc ils le font de façon progressive. Oui. Donc oui, toutes ces choses-là. Donc au niveau de l'Europe, ce qui est bien, et ça c'est probablement un des avantages de l'endroit où on est, c'est qu'on a aussi cette coopération européenne via un certain nombre de programmes que vous connaissez bien au niveau de l'Europe, Shift to Rail, etc., qui nous permettent d'harmoniser ces réflexions et qui vont nous permettre d'avancer de façon concertée. La difficulté pour moi en tant qu'Alstom, c'est de me retrouver avec des exigences très très différentes suivant les endroits du monde, suivant des cas d'usage différents. Il faut effectivement qu'à un moment donné, il y ait une compréhension mutuelle de quels sont les niveaux de performance, quels sont les niveaux de technologie acceptables, quels sont les cas d'usage qui vont nous être soumis. Donc, en réponse, oui, ça existe. Oui, bien sûr, on est nous, en tout cas, Alstom, vigilants sur et partie prenante sur beaucoup de ces expérimentations-là. Et puis, on en fait profiter notre feuille de route de beaucoup plus proche de nous, qui est celle de l'arrivée des trains de passagers et de fret autonome ici en France. Et donc avec une vision
commune européenne, ça c'est important. Toujours une vision commune européenne. La vision française, elle s'appuie toujours, elle doit toujours être, je dirais, cohérente, même si elle a ses spécificités, elle doit être cohérente avec la vision européenne, parce qu'au bout du compte, nos autorités de certification et notre homologation, on aura une homologation croisée, on aura une réflexion de certification croisée, tout ça étant orchestré, entre guillemets, par l'Agence européenne du chemin de fer. Voilà, parce que Philippe parlait beaucoup aussi des autorités, de la certification, et la vision européenne est intéressante de ce point de vue-là. Alors, le train autonome, c'est une compétition mondiale. Je ne connais pas un continent sur lequel il n'y a pas d'expérimentation de train autonome. Donc, on est en relation évidemment très privilégiée avec les Allemands, de façon à assurer un lobbying franco-allemand dans les projets, mais on est en relation aussi très régulière avec la Russie, qui fait beaucoup de choses et qui est très avancée aussi. En Asie, il y a pas mal de choses qui sont faites, aussi bien au Japon qu'en Chine. Corée, je suis un peu aussi, enfin, il s'y intéresse, mais je pense plus tardivement. On a cité. Alors, il y a qu'en Amérique où on voit peu de choses. Je sais que Thales travaille sur ces sujets-là au Canada notamment, mais vraiment c'est mondial. Donc, ça veut dire que le besoin, on le voit partout. Très bien. Eh bien, maintenant, on va peut-être pouvoir passer aux questions. Alors, merci. Il y a beaucoup de questions, donc nous, on est en train de les regrouper et par thème. Peut-être pour rester sur disons, la coopération, ou alors les fonds qui sont mis à disposition. Il y a quelqu'un qui posait la question de Prisma. En France, il y a des fonds qui sont dédiés à l'intelligence artificielle, et en partie aussi au transport autonome. Est-ce que l'un de vous exploite ces aides, ou alors est-ce que vous en êtes à connaissance, et qu'est-ce qu'il en est fait? De façon un peu plus aussi gouvernance, quelqu'un posait la question et la place des startups dans tout ça. Est-ce qu'on est en train de parler de gros industriels bien établis, exploitants, ou alors est-ce qu'il y a quelle est la place du start-upper? On citait EasyMile. Voilà. Qui veut répondre sur la première question? Alors, je peux me lancer. Et après, on parlera des startups. On a parlé de Shift2Rail, bien évidemment. Tout le monde ne connaît peut-être pas ce qu'est Shift2Rail. Shift2Rail, c'est un très gros programme de recherche européen. Et qui est très bien doté. Je crois on est de l'ordre du milliard d'euros, je crois, oui, au total. C'est ça. Je suis expert aussi chez Shift2Rail, simplement pour dire que je crois qu'on peut tous ensemble se réjouir du fait que l'Europe met de l'argent dans le ferroviaire. Et je crois qu'on peut dire que ça, c'est récent. Vu mon expérience dans le ferroviaire, pour moi, c'est très récent que l'Europe accepte de mettre de l'argent dans le ferroviaire. Je vous rends la parole. Voilà. Donc, il y a le niveau européen, il y a le niveau national, bien évidemment, avec l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui distribue de façon un peu centrale les aides gouvernementales. Donc, on en profite. Donc, on travaille notamment avec Alstom, avec des IRT, les instituts de recherche technologique. Donc, bien évidemment, oui, on est. Alors là, on parle aussi du PIA, plan investissement à venir, donc du gouvernement. Et puis son volet IA notamment. Donc bien évidemment, on est porté par ces subventions qui nous aident énormément et qui, avec une mise de fonds somme toute raisonnable, nous donne une dimension assez grande, et on a des projets assez importants. Très bien. Donc, très bien. Voilà. Les startups, Stéphane, alors les startups, c'est important d'être connecté aux startups. L'environnement des startups a une dynamique et un bouillonnement qui est tel que on se doit d'être à l'écoute. Ce que les groupes comme les nôtres doivent assurer, c'est la vision à plus long terme. C'est-à-dire qu'on s'engage. La vision à plus long terme et la qualité de service et la qualité de sûreté de fonctionnement, la démonstration. C'est ça qui nous est demandé, qui nous préoccupe, qui nous motive. Et il faut qu'on arrive à intégrer la contribution de la start-up à l'intérieur de cette réflexion. On parlait de Shift2Rail, on parle de nos cas d'usage. On est sur des cas d'usage qui sont, pour certains d'entre eux, qui arriveront en service dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quelquefois. Quand on parle d'une start-up et qu'on leur dit ça,
la start-up nous dit, mais dans 6 mois, je ne sais même pas si j'existerai encore. Donc il y a cette différence d'horizon et de dynamique temporelle qu'il faut qu'on assure, et c'est à nous de le faire. C'est à nous de les intégrer à l'intérieur de nos propres dynamiques plutôt que de les forcer à réfléchir avec nos contraintes. Et puis après, il y a start-up et start-up. On pourrait classer les start-up suivant leur niveau de maturité. Tout dépend de ce qu'on dit. Je dirais que EasyMile, typiquement, a dépassé un certain cadre. Ça reste une entreprise jeune, mais ils sont plus dans le début de leur histoire, on va dire. Ils ont quitté les starting blocks. Ils ont quitté les starting blocks. Il y a un certain nombre de navettes qui sont en expérimentation plutôt qu'en exploitation, mais ils ont une flotte de plusieurs dizaines, voire centaines de navettes, donc on est dans une dimension différente. D'accord. Arnaud, vous voulez rajouter quelque chose? Très rapidement, sur le véhicule routier autonome, c'est la même chose que le rail. Donc, les pouvoirs publics se sont mobilisés au niveau français, au niveau européen. Sur les startups, sur le véhicule routier, alors, il y avait énormément d'enjeux autour du développement du logiciel de conduite autonome, l'autonomous driver. Et là, on n'est plus sur de la start-up. Là, on est plutôt sur des entreprises établies. Il y a une concentration très forte, notamment des acteurs américains ou chinois. Et là, vous avez des tickets. Si vous ne pouvez pas dépenser quelques centaines de millions de dollars par an, ouh là là, ça devient compliqué pour vous. Oh là là, on va chez Tesla, alors sans doute. Là, c'est encore un peu plus. Eh ben. Bien, Ouais, on va peut-être Waymo a passer levé, à d'autres questions. Juste une précision, les gros américains, ils ont levé des milliards. Enfin, Waymo a levé 5 milliards en 18 mois l'année dernière. Là. Bon. Alors on a une autre question qui est plus liée entre, la comparaison entre le train autonome et la voiture autonome. Est-ce qu'on est en train de rattraper un éventuel retard qu'il y avait par rapport à la voiture autonome? Est-ce qu'on sera toujours tiré par les technologies issues de la voiture autonome? Ou est-ce qu'on arrive à créer d'autres innovations plus orientées sur le transport de masse? Bon, il y en a deux qui veulent répondre. Philippe d'abord et ensuite Stéphane, je pense. Alors, je dirais qu'on n'est pas du tout en retard par rapport au véhicule autonome. Il y a peut-être eu un retard à un moment donné, mais en tout cas, ce n'est plus le cas. L'horizon de généralisation des véhicules routiers autonomes est quand même recule d'année en année, sauf pour le transport public, hein, effectivement, qui va sauver le domaine peut-être, mais pour le véhicule particulier ou même le taxi, c'est un petit peu tangent. Bien sûr, ils nous ont aidés avec des capteurs, des choses comme ça, et c'est là qu'on va trouver des startups sur vous qui vont beaucoup nous aider. C'est des nouveaux radars. Alors, c'est pas des petites startups, hein, c'est des startups avec des brevets. En général, ce sont pas des jeunes, hein, ce sont plutôt des anciens qui émergent. Et puis voilà. Donc, il est fort probable que si on lève toutes les contraintes, peut-être réglementaires, des choses comme ça, et de cas d'usage, et de renouvellement de flotte, etc., le train autonome s'impose avant le véhicule autonome. Donc, dans ce domaine-là, on n'a pas du tout à rougir, absolument pas. Absolument. Si je puis me permettre, moi, j'aurais tendance à dire plutôt que lever les contraintes, les faire évoluer, parce qu'on a tous dit ici, la sécurité, c'est le must. Hein, c'est vraiment la première exigence du transport public. Donc je pense que vous vouliez dire faire évoluer les contraintes plutôt que les lever. Parce qu'elles pourraient être un peu mal interprétées. Par contrainte, j'entends que toutes les réglementations sortent, les STI soient écrites, évoluent et s'adaptent. Évoluent et s'adaptent. Bien évidemment, enfin, il y a toutes des strates là. Tout à fait. Stéphane, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, très rapidement. Je partage la conviction qu'on arrivera à faire des cas d'usage de trains autonomes avant des véhicules autonomes tels que robotaxi ou ce genre de choses. J'en suis parfaitement convaincu. Avec tout ce qui vient d'être dit sur le cadre de l'acceptation réglementaire. Ensuite, est-ce qu'on est en retard? Non, certainement pas. Et d'autre part, est-ce qu'on bénéficiera d'une fertilisation croisée avec l'automobile? Oui, à partir du moment où on comprend quelles sont l'application et l'utilisation qu'on pourra faire de ces technologies. N'oublions pas qu'un train, ça ne roule pas tout à fait à la même vitesse qu'une voiture, ça n'a pas les mêmes capacités de freinage, ni d'accélération d'ailleurs. Et donc, on a des besoins de perception qui sont
significativement différents. Donc il faut aussi se rendre compte des similarités, mais aussi des différences des deux mondes pour pouvoir en apprécier je dirais le sel. Et puis une compétition entre la route et le rail, j'ai envie de dire non, moi je suis shift to rail, donc j'aurais tendance à dire que plus on met les choses sur le rail, mieux ça sera, et que le transport collectif ou de fret d'ailleurs, guidé, restera la colonne vertébrale, doit rester la colonne vertébrale du transport, et ensuite, par capillarité, par dernier cas d'usage kilométrique, etc., on passera sur la route, mais faisons en sorte que le rail soit la colonne vertébrale du transport. Tout à fait. Je crois que nous avons également d'autres questions. Oui, donc il y a une question par rapport à la sécurité et notamment sur l'intelligence artificielle. Quelles sont les limitations de l'intelligence artificielle et qui prend le relais si l'intelligence artificielle ne peut pas prendre une décision? Ah, qui veut répondre? Stéphane. Je veux bien me lancer là comme ça, à chaud, je vais improviser. Alors, sécurité et IA, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, oui. Hein, absolument. Ce qu'on constate, c'est que par rapport... Alors, je vais parler de perception, hein, parce que l'IA intervient dans nos domaines lorsqu'on fait de la vision, hein, notamment par caméra, ou par lidar, ou les deux en même temps, etc. Ce qu'on constate, hein, c'est que les systèmes d'IA sont bien plus performants que ce qu'on faisait autrefois avec de la vision artificielle traditionnelle, analytique. Voilà. Cela dit, c'est bien plus difficile. Il est bien plus difficile que de prouver que ces IA atteignent un certain niveau de performance. Malgré qu'ils soient performants, on ne peut pas le prouver. Alors ça nous pose quand même beaucoup de soucis parce que nous, on veut certifier ces systèmes-là. Donc, on a lancé des travaux de recherche sur l'explicabilité de l'IA, sur la façon de certifier des IA, sur la robustesse des IA, sur comment on pourrait éventuellement avoir des garde-fous, des safety bags, comme on dit dans le nord de la France, etc. Donc, c'est un sujet qui est vraiment très difficile. Alors, comment prendre le relais? Ce qu'on va demander à une IA, c'est de prendre une décision. Lorsque cette décision est prise, elle doit être certaine. S'il n'est pas capable de prendre une décision, on demande à cette IA d'être capable de nous le dire, bien évidemment. Et là, on va être sur un sujet de disponibilité. On va vouloir que ce soit le plus rarement possible. Et comme on l'a dit, on aura toujours un superviseur quelque part qui pourra dire ce qu'il y a devant, là, c'est naturel, c'est pas naturel, c'est un événement exceptionnel, c'est un avion qui est posé sur les voies, je sais pas. Et donc on aura toujours une façon de s'en sortir. Dans tous les cas, ça va être prévu. Mais ce qu'on veut, c'est garder un niveau de disponibilité assez fort. Donc un train autonome, c'est aussi un train qui n'a besoin de personne pour prendre des décisions. Hein. C'est ce qu'on attend de lui. Donc exceptionnellement, on veut bien, mais il ne faut pas que ce soit toutes les 5 minutes. Donc notre sujet, c'est vraiment la certification d'une IA sur lequel aujourd'hui il y a énormément de travaux, mais pour lesquels on ne peut pas faire de pronostic. Et les mots ont été dits, c'est l'IA de confiance, déterministe, reproductible, et dont on est capable d'expliquer le comportement. C'est-à-dire qu'il faut se sortir de cette idée, de cette espèce de chimère de l'IA boîte noire, où on ne sait pas ce que ça fait, et finalement ça finira par trouver la solution. C'est certainement pas le type d'IA qu'on va nous embarquer. Donc l'IA, ça comporte énormément de choses, et là je vais rechevaucher un de mes dadas, et je vais citer 2 personnes qui, pour moi, ont marqué ma carrière lointaine de jeune chercheur en IA. Un qui s'appelle Drew McDermott et qui a écrit un papier dans les années 70 qui s'appelait Artificial Intelligence Meets Natural Stupidity. Je vous engage à le lire. Il a été publié dans une revue qui s'appelle Mind and Machine. Alors il est connoté des années 70, c'est clair, du temps où j'étais jeune. Mais il y a encore plein de choses qui sont encore valides dans ce papier. La deuxième personne que je voudrais citer, c'est Luc Julia, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas », alors qu'il est le papa du Siri, etc., et qu'il est une des sommités en intelligence artificielle, et qui démystifie un peu l'IA. Donc, soyons
soyons très humbles d'abord, mais soyons aussi extrêmement critiques vis-à-vis de ce qu'on peut attendre et de ce qu'on peut faire avec l'IA. Et encore une fois, on en revient, nous, dans notre monde, à une garantie de la sûreté de fonctionnement, une garantie de la sécurité. Donc on va parler d'IA de confiance, je répète, on va parler d'IA de confiance, on va parler déterministe, on va parler d'explicabilité et de démonstration pour faire, au bout du compte, une certification. Une autre science molle, juridiquement, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a des réflexions juridiques qui sont prises sur qui a la responsabilité, qui porte ces responsabilités? Aujourd'hui, voilà. On a peut-être déjà un peu parlé, mais est-ce que Philippe veut à nouveau nous en parler? C'est un de mes dadas, mais plutôt dans le mode routier. On parle de responsabilité, on va diminuer le nombre de morts par 10 et on se demande qui va payer. Mais quand les primes d'assurance vont passer de 150 € à 15 €, est-ce que ce sera vraiment un problème? Enfin, je parle peut-être d'un particulier, etc. Enfin, la responsabilité, elle sera toujours, elle sera certainement à voir entre l'exploitant et les fabricants, mais ce qui est sûr, c'est qu'on trouvera quelqu'un pour la porter et que, on l'a dit, notre ambition, c'est de faire aussi bien qu'aujourd'hui en termes de sécurité dans le domaine ferroviaire. On peut s'enorgueillir de ne pas faire beaucoup d'accidents tous les ans. Et lorsqu'il y a un accident, alors je ne parle pas des suicides qui sont comptabilisés dans les systèmes de transport. Mais les accidents au passage à niveau, etc., les causes sont souvent externes et elles sont traitées par ailleurs. Donc on sécurise les passages et niveaux, etc. Et je doute qu'on puisse trouver des failles et dans tous les cas, nos systèmes seront certifiés. Donc voilà. Dans tous les cas, je pense que nous porterons la responsabilité des clients. Arnaud, vous voulez rajouter quelque chose? Non Non, je crois que, comme ça a été dit, il y aura une certification déjà, et puis après, il y aura une responsabilité, vraisemblablement au niveau de l'opérateur, au début, comme aujourd'hui, c'est le cas, et puis ensuite, tout un traitement contractuel entre l'opérateur et puis ses fournisseurs pour déterminer le partage des responsabilités. Il y a un autre enjeu qui a aussi été un peu mentionné, peut-être qu'il y a des questions là-dessus, c'est sur le volet assurance. C'est quel va être l'impact sur les assurances. Alors aujourd'hui, il est incertain parce que oui, normalement, le véhicule autonome devrait diminuer le nombre d'accidents. Après, il ne faut pas oublier que quand vous prenez l'accidentologie d'un bus, on est bien meilleur que l'accidentologie d'un véhicule particulier. Donc il y a déjà un nombre de tués par 1 million de kilomètres qui est très faible. Donc pour réussir à atteindre la même statistique, ça sera pas évident en véhicule autonome. Challenge, oui. Sacré challenge, voilà. Il faudra avoir roulé beaucoup, que ce soit physiquement aussi en simulation. Et puis vous aurez des objets qui coûtent beaucoup plus cher. Donc un crash, potentiellement, ça coûtera plus cher. Donc l'un dans l'autre, quel va être l'impact sur les primes d'assurance? Joker, moi j'ai échangé avec pas mal d'assureurs, pas trop inquiets pour le moment, qui disent tout compte fait, oui, ok, ça sera plus complexe que l'accident d'un bus. Par contre, aujourd'hui, un gros assureur, ça, déjà plein de business où vous avez des responsabilités complexes à déterminer en cas de problème, ça, ils sont habitués à le faire. Donc, ça sera difficile au début sur les premiers crashs. Et puis après, progressivement, les choses vont se mettre en place. Les experts vont aussi se mettre en place. Et donc, on sera dans quelque chose de plus normé. Tout à fait. On arrive à la fin de cette table ronde. Il y a un certain nombre de mots importants qui ont été dits. Je me permets de les rappeler. Sécurité. Sécurité, ça c'est un élément important. On a beaucoup entendu parler de cas d'usage, effectivement. J'ai entendu aussi le mot Europe et j'ai été ravi d'entendre qu'on a vraiment une vision européenne commune. Et enfin, intelligence artificielle, je dirais simplement que des micro-intelligences artificielles telles que le contrôle de vitesse, ma foi, on ne s'est pas trop posé de questions et surtout on a su le certifier. Donc moi j'ai tendance à être très optimiste en me disant le ferroviaire avance. Le transport public routier avance et donc collectivement, on avance ensemble et on n'a pas fini de trouver et de faire progresser le transport public au service de la collectivité. Merci à tous.